Bienvenue à mon ciné balado spécial Oscar. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Alors, il y en a qui capotent à l'automne pour les poules d'hockey. C'est un peu notre cas, oui, c'est ça. Mais aussi, on capote pas mal pour la saison des Oscars. On est de fervents admirateurs de la chose. Alors, une fois de plus, c'est notre deuxième édition, il faut le souligner, de ce spécial Oscar où on fera le tour des nominés et donner nos prédictions. Et sachez que tu es très bon à ce jeu, en général. Tu sais où prendre tes indices, où prendre tes sources et tout. J'ai une bonne moyenne au bâton. Ouais. Disant ça, la dernière, j'avais manqué 2. Alors, j'ai le droit de me vanter un C'est petit ça. peu. Et on enlève les catégories là, que Plus on n'a bâtard, aucune ben idée. Là. Ouais, c'est ça. Le meilleur documentaire court et le court de live et le court animé parce que c'est des films qu'on n'a pas du tout accès. Fait qu'on ça serait vraiment juste envoyer un dard, piner la queue de l'âne, les yeux fermés. Là. Tout à fait. Donc, sinon, on se concentrera sur les autres catégories. Fait à noter, donc, les Oscars auront lieu le 12 mars, dimanche 12 mars, animé par Jimmy Kimmel, moi, un animateur que j'aime bien. Y a-tu encore un talk show, lui? Oui, toujours, okay. Oui, tout à fait. Encore très présent. Donc, ça devrait être assez drôle parce qu'il y a un style d'humour un peu bon enfant, assez léger, donc que moi, j'aime. Je pense qu'on aura peut-être moins de gangs politiques comme des fois on a le droit. Là. Ouais, ben c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va reparler de la fameuse claque de... Ben là, on là, n'aura pas le choix. Will Smith sera pas là. Non. Il peut-tu y aller? Je dis, il a pas le droit d'être nommé, mais il doit pas être le bienvenu non plus. Là. Je pense qu'ils vont attendre une année ou deux. C'est je pense ça. de le ramener. Ouais. Mais Chris Rock. Chris Rock, c'est ça. Sera-t-il là? Fera-t-il acte de présence? Vont-tu faire une blague avec ça? Va-tu venir présenter quelque chose? On le sait pas d'avance qu'il présente des prix. Des fois, il annonce quelques-uns, mais pas tous. Non, là. Fait que, ouais, ça va être à suivre. Ben, on y va, on se lance. Oui, je vais juste dire, je trouve ça très spécial. D'habitude, on vit notre semaine de cinéma puis on enregistre à la fin de la semaine avec les nouveautés, mais là, c'est l'inverse. On est lundi matin, le lendemain le plus tard par rapport à tous les autres petits galas qu'il y avait dans l'industrie et tout. Fait qu'on commence la semaine en balado, puis on va la finir avec l'épisode fin de semaine. Oui, donc il fallait souligner qu'en fin de semaine, il y avait beaucoup de prix remis dans les différentes guildes techniques et souvent, ben, ça va influencer, je pense, c'est ça, les gangs. Hein. La guilde qui est un genre de, mettons, syndicat, le regroupement de chacune des professions fait aussi son petit... son propre gala. Son propre gala, mais ils vont pas nommer, mettons, c'est ça, en fin de semaine, c'était ceux des... T'avais la direction photo, le montage et direction artistique. C'est ça. Fait que, tu sais, direction photo vont juste donner des prix de direction photo, mais de films, de téléséries, de comédies, de drames, mais juste de la direction photo. Là. Ils vont pas commencer à donner leur avis sur les... Effectivement, c'est bien résumé. Les acteurs et tout, là, c'est ça. Des fois, il va y avoir, dans beaucoup de ces guildes-là, mettons, meilleur film contemporain, meilleur film historique. Ils peuvent donner des sous-genres. Là. Ça arrive que des fois, ça peut brouiller un petit peu les cartes. Mais j'en avais consulté un ou deux. Je pense que c'était lui de la cinématographie, là, de la direction photo. Puis je pense que c'était exactement les mêmes 5 nommés qu'aux Oscars. C'était-tu un addon ou c'est justement leur façon de dire nous, voici ce qu'on pense? Ben, c'est ça, c'est qu'il faut comprendre aux Oscars, c'est pas tout le monde qui vote pour remettre les Oscars. Donc, c'est vraiment chacune des guildes qui vont. Je pense que tout le monde va se nominer. Mais je pense que les choix finaux sont élus par les membres de la guilde. Et c'est seulement l'Oscar du meilleur film que tous les membres votants de l'Académie, qui sont un nom de groupe, là, tout le monde vote pour le meilleur film. Mais sinon, chacun des catégories des Oscars sont choisis par les guildes respectives. OK, fait qu'ils spoilent un petit peu en faisant ça. Ben, c'est pour ça que c'est une très bonne source. Si vous voulez gagner vos poules de hockey, vous pouvez souvent vous fier au hockey d'Oscar. Ouais. Excusez pour la lapsus. Donc, parce que 9 fois sur 10, c'est souvent les mêmes gagnants, là, à quelques exceptions près. Alors, allons-y. Commençons avec cette catégorie. Et là, on va y aller un peu comme à l'envers. On va commencer par peut-être les catégories un petit peu moins prestigieuses. Plus technique, on va garder les grandes catégories pour la fin. Alors, allons-y avec effets visuels. En nomination, All Quiet on the Western Front. Vous allez le voir dans à peu près toutes les nominations. Il y en a, je me souviens plus, 8-9.
Avatar The Way of Water, The Batman, Black Panther Wakanda Forever et Top Gun Maverick. C'est sûr, Top Gun, Avatar sont beaucoup dans les nominations. Ah ben là, je l'ai pas nommé, excusez, il était pas là. Oui, c'est ça. Sont beaucoup des nominations toutes techniques là, au travers. Il y a tout le temps un Marvel aussi qui arrive à se rendre là. Écoute, moi je pense que ça va être Avatar. Je crois qu'il va moins gagner de prix que quand Avatar 1 était sorti, parce que là, il y a aussi tout l'avènement digital est comme beaucoup plus et moins surprenant, genre, mais il faut quand même y donner certains crédits et que visuellement, c'est encore la marque à battre et tout. Mais, oui, tout à fait. Mais c'est pas le même budget non plus que les autres. Non, si on compare avec All Quiet on the Western Front. Mais effectivement, tout repose Avatar sur la réussite des effets visuels et on peut rien reprocher à ce niveau-là. Oui, on peut reprocher d'autres choses, mais pas ça. Oui, c'est ça. Et fait curieux quand même, les films de Marvel, de mémoire, n'ont jamais gagné. Ils sont souvent... Il y en a toujours un ou deux en nomination, mais je pense qu'il n'y en a aucun d'eux à gagner. Quelque chose avait peut-être... Je pense même pas. Ou si c'est le cas, c'est peut-être le seul, là, mais ils n'ont vraiment pas une moyenne au bâton, de bonne moyenne. Donc, puis oui, effectivement, Top Gun aurait pu, dans une autre année, probablement gagner, mais moi aussi, j'y vais avec Avatar, sans aucun doute. Je pense, on verra au fil de nos prédictions, mais The Batman aussi était comme un très bon film de super-héros, une twist un peu différente de la formule très familiale qu'on voyait. Mais je pense que lui, ses plus grands honneurs, c'est d'avoir les nominations parce que je pense qu'il faut passer sous le radar. Parce que visuellement, ça se démarquait pas nécessairement de deux autres films du genre. Là, c'était plus dans le ton, peut-être dans l'histoire, dans le jeu. Mais comme plus tard, je pense qu'il y en a pour le son puis des choses comme ça. Puis voilà. Moi, j'irais avec costume. Oui, en nomination, Babylon, Black Panther Wakanda Forever, Elvis, Everything Everywhere All at Once, qui est le film qui a le plus de nominations, et Mrs. Harris Goes to Paris. Tiens, à toi, si tu veux présenter un peu. Celle-là est un peu... Ambigu, ouais, c'est ça. Ça pourrait aller un peu n'importe où. Absolument, film d'époque l'emporte. Donc, Babylon coche cette case-là. Black Panther l'avait remporté pour le premier film, donc pourrait l'avoir pour le deuxième. Elvis a emporté le prix de la Guilde des costumes. C'est la femme de Baz Luhrmann, Catherine Martin, donc il peut avoir ce capital de sympathie-là. Everything Everywhere All at Once, je ne pense pas qu'elle va remporter de cette catégorie-là. Donc moi, j'y vais avec Elvis, mais ça pourrait aller du côté de Black Panther, mais je pense que Elvis va le gagner juste pour recréer tous les costumes d'Elvis de l'époque et tout ça, qui est une très grande réussite pour le film. Alors, je vais avec Catherine Martin pour Elvis. Moi aussi. Et un peu pour les mêmes raisons. Et c'est parce qu'Elvis, je pense que c'est cette année le second film qui va tout ramasser. Comme... chaque fois qu'il s'est serré dans une catégorie, c'est tellement une figure emblématique des États-Unis d'Amérique et de l'Amérique du Nord et en général. Fait que c'est un film qui a été controversé pour certains trucs très, très... pas burlesque, mais un peu flamboyant et tout. Mais je pense que ça va être souligné dans plusieurs catégories. Fait que c'est le film qu'on avait comme oublié que ça existait, mais comme on discutait, il a quand même fait 150 millions de dollars aux États-Unis, il est numéro 12 de l'année. Puis dans toutes les nommées, il y a juste Avatar puis Top Gun qui ont fait plus que lui. Puis Black Panther, là, qui a quelques nominations aussi, là, mais dans la plupart des catégories. Fait que je pense que dans l'espèce de consensus des votants, c'est un film qui a été... C'est pas le film favori, mais c'est un film qui a été apprécié. Oui, vraiment très bien dit, effectivement. Et techniquement, c'était très solide. Ouais, puis des fois, c'est positif de dire la dernière fois que la personne s'est présentée comme avec Avatar, la dernière fois qu'ils l'ont gagné, je pense que c'était encore le plus fort. Mais avec les costumes ici, je me dis, c'est un peu la même chose, là, un peu différent, un peu pareil. Fait qu'est-ce qu'ils vont vouloir quelque chose de plus innovant? Et il faut tout le temps remettre. Je me souviens plus c'était quoi les autres en nomination à ce moment-là. T'sais. Puis dans le cas de Babylon, je pense que lui va être plus un perdant en général parce que il a vraiment pas trouvé son public, il a pas été apprécié. Fait qu'à m'amener dans la tête du votant, même si tu sais, à talent égal, là, tu vas choisir le film que tu préfères probablement, là, que dire les costumes sont fous, mais j'haïs le film, tu sais. Ça m'étonnerait. Là. Effectivement, je pense qu'on est très humain quand vient le temps de voter. Allons-y, meilleur maquillage et coiffure.
All Quiet on the Western Front pour mettre de la boîte d'en face puis des plaies. The Batman, meilleur masque de caoutchouc. Black Panther, Wakanda Forever, Elvis et The Whale. Et The Whale qui a Adrien Moreau, un Montréalais, qui est en nomination. Je pense que The Whale a des bonnes chances, mais c'est beaucoup maquillage et coupe de cheveux, là, dans le sens c'est les prothèses de Brendan Fraser. Ouais. Et je pense que c'est Elvis qui va gagner pour l'ensemble il y a beaucoup plus de maquillage et d'effets. C'est sûr que la grosse prothèse de double menton de Tom Hanks fait jaser, mais elle n'est pas mal faite. C'est juste on n'est pas habitué de voir Tom Hanks de même, puis l'ensemble du personnage, puis de l'interprétation et tout. Là. Effectivement. Mais je pense que c'est Elvis qui va l'avoir. Ben moi aussi, j'avoue que j'hésitais entre Elvis et The Whale. Je pense qu'Elvis a plus de transformation. On le passe des années 50 jusqu'à sa mort dans les années 70. On a réussi à transformer Austin Butler qui, a priori, ne ressemble pas tant que ça à Elvis quand il n'est pas maquillé, coiffé non plus. Ben, il est blond. Donc, je trouve qu'ils ont fait un travail très remarquable. Et je pense que tout ça passait par les maquillages. Si on ne croit pas qu'il est Elvis, on n'embarque pas dans le film. Donc, choix déchirant parce que The Whale, quand même, l'équipe a fait un excellent travail. Encore là, si on regarde du côté des guildes, il y a une décision partagée où Elvis a remporté des prix, mais The Whale également aussi, parce que là, on départage ça, maquillage et coiffure, et je pense d'époque et contemporain, tout ça. Mais je vais avec Elvis, moi aussi. Tu nous amènes à quelle catégorie? Allons-y pour le son. Excuse-moi, on est sur différentes pages. Meilleur son, All Quiet on the Western Front, Avatar 2, The Batman, Elvis et Top Gun Maverick. Fait que, il n'y a pas de secret des Oscars, là. C'est tous les mêmes titres qui reviennent. Ben, moi, j'y vais sur Top Gun. Sur filmer des avions. C'est un des films que le Dolby Atmos qui a vraiment ramené des gens en salle. Si je ne me trompe pas, c'est le film américain qui a fait, qui a fait le plus d'argent aux États-Unis, plus que Avatar l'a pas dépassé encore pour les États-Unis. Fait que, puis c'est ça, là. On se souvient, il est sorti au début de l'été, au mois de septembre, il jouait encore sur des écrans. C'est vraiment le hit de cinéma et je pense que le son. Mais s'il y avait, ça manque aux Oscars, là, c'est la catégorie cascade. Il n'y a pas ça, les autres, le meilleur ensemble pour la cascade. Ils le reconnaissent dans des cérémonies plus techniques ou des affaires d'acteurs, je pense. Ben, effectivement, oui. Mais aux Oscars, je pense que ça serait une bonne chose. C'est là ça permettrait aussi de mettre du cinéma que des fois on juge plus populaire, là, des John Wick puis des choses comme ça et tout. Effectivement, je pense que c'est une catégorie que les gens apprécieraient. Pour ma part, pour le son, oui, avant, il faut rappeler qu'on avait 2 catégories. On avait vraiment prise de son direct et après ça, le montage sonore en post-production. En fait, c'est la prise de son, mais c'était comme l'editing puis le mixing. Fait que t'as le montage, mais la conception sonore. La conception, c'est ça. Là, donc, c'est tout ensemble. Oui, effectivement. Et encore là, si on se méfie du côté des guildes, donc il y avait 2 gagnants, Elvis et Top Gun. Et justement, souvent, les films musicaux avaient tendance à apporter une des 2, souvent pour la prise de son et la conception sonore, c'était souvent plus un film à gros budget. Alors moi aussi je vais avec Top Gun, je veux dire c'est le film pourquoi on allait le voir, c'est ce qu'on a mis de l'avant dans le marketing, autre que les pilotes étaient réellement dans les cockpits, c'était le son et oui, je pense que Top Gun va l'emporter. Mais Elvis pourrait causer une surprise ici. C'est que ça inclut c'est les 2, fait qu'autant la conception que le montage. Alors je trouve que Avatar a de quoi dans le montage aussi, mais dans la conception, c'est la comme on disait tantôt, c'est le 2e, il y a un peu de déjà vu quand même là-dedans. T'sais. Fait que je pense qu'ici, il y a une petite touche de. Oui, et Top Gun 2 qui est quand même supérieur à Top Gun 1 sur bien des aspects. Fait que oui, tout à fait. C'est cet effet-là. La technologie le permettant aujourd'hui. Il n'y a personne, je pense, qui est sorti de la salle en voyant Avatar et dit hey, le son était génial, mais de Top Gun, oui. T'sais. Ouais, c'est ça. On a plus vécu hey, c'est quoi être à l'intérieur d'un jet puis de piloter. Donc, voilà. Veux-tu aller sur Production Design? Ben oui, c'est sur des doubles pages, on va s'en sortir. Production Design, c'est les décors, production artistique et tout. All Quiet on the Western Front, j'ai vu aussi un making-of sur ce film-là, et c'est très impressionnant, cette construction. C'est sûr, ça rappelle un peu 1917,
à ce facteur-là, construire des tranchées et tout. Il y avait moins l'aspect de faire des longs plans séquences puis que le terrain doit vraiment pouvoir couvrir 8 minutes d'action. Là. Mais ouais, très épatant. Suivi de Avatar 2, Babylon, Elvis et The Fableman. Première nomination qu'on discute aujourd'hui pour les Fableman. Tu sais, des sets de recréés historiques à la Babylone, le gros château, tous les tournages, ça a quand même toujours un capital de sympathie. Ouais. Et à un moment donné, faire ce jeu-là des Oscars, ça devient aussi comme quand tu fais un examen à choix multiples. Puis là, tu te dis, hey, ça fait 3 fois de suite que je mets A. Même si je pense que la 4e réponse est encore A, faudrait que je mette B juste pour faire différent. Là. Fait que là, moi, j'y vais sur Elvis. Okay. Je pense. Mais là, ça commence à faire beaucoup de fois qu'Elvis est favori là, dans tout ce qu'on vient de nommer. Je pense que c'est la 4e fois que je le mets. Fait que ça se pourrait que Babylone aille chercher ça finalement. Fait que, en tout cas, je vais rester sur Elvis, au moins ça nous fera une différence si jamais. Oui. Ben oui, écoute, mais ton raisonnement est le mien aussi en quelque part. S'il y a une surprise, c'est une surprise. S'il y a un deuxième choix, après le mien, après Babylone, ce serait celui d'Elvis, que j'aurais choisi moi aussi, de recréer tous les décors d'époque, les plateaux de tournage et tout ça. Ça a été d'une réussite incroyable. Mais cette catégorie-là a tendance souvent à récompenser les films historiques à grand budget, à grand déploiement. Et je trouve juste que de recréer les studios extérieurs d'Hollywood, de Babylone, cette séquence-là était hallucinante. La maison aussi, d'ouverture avec toute l'orgie. Donc moi, je vais avec Babylone, qui a remporté d'ailleurs le prix de la Guilde de la direction artistique, mais ça veut rien dire. C'est ça, parce que comme c'est direction artistique, c'est pas juste décor, ça inclut quand même un peu... à une certaine façon, les costumes et le maquillage. Si c'est l'ensemble de l'idée... décor, non, c'est vraiment plateau. Ouais, c'est vraiment les lieux de tournage. Donc, allons avec direction photo. Oui, attends un petit peu, je suis comme un pool de hockey, il faut suivre le compte. Cinématographie, direction photo, All Quiet on the Western Front, Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths, donc 2 films Netflix ici. Mm-hmm. Elvis, Empire of Light, qui est quand même par Roger Deakins, et Tar. Empire of Light qui était comme le malmené cette saison, là, qui a eu des critiques. Écoute, il y a une sortie extrêmement limitée en Amérique du Nord en plus. On très a comme mauvaise critique, le film. C'était ça, que le film s'égarait et tout. Qu'on disait que c'est ça, le seul point positif, c'était la direction photo. Que Deakins a déjà remporté, donc je pense que ça peut l'éliminer d'emblée. Là. C'est ça. Ce qui m'intrigue, c'est que All Quiet est en nomination dans pas mal de places, mais je le mets pas souvent gagnant. Mm-hmm. Je ne sais pas l'Académie puis tout le monde comment ils perçoivent eux autres le fait que c'est un film Netflix. T'sais, c'est quand même un peu mal vu parce que ils participent pas en tant que ça à l'industrie du cinéma, genre pas à la diffusion. Mm-hmm. Fait que je sais pas pour eux s'ils ont une réserve à chaque fois qu'ils ont un égal. Je sais que c'est ça dans le monde du cinéma, c'est comme on reconnaît qu'il y a des bons films, c'est pas tous des bons films, vraiment pas, mais il y en a des bons, mais leur vision de des salles de cinéma est pas super. Fait que ça serait dommage qu'ils se mettent à gagner plein de catégories. T'sais. J'y vais encore avec Elvis, moi. La direction photo de Mandy Walker, en plus qui est la seule femme en nomination cette année. Je sais même pas si une femme a déjà gagné pour... Jamais. Ouais, c'est ça. Et elle a gagné en fin de semaine le prix de la Guilde de la direction photo et c'est la première femme à l'avoir gagné. 3e femme seulement en nomination, mais 3e femme nominée dans les 3 dernières années. Donc, on sent qu'il y a un mouvement, un changement. Donc, je pense que ce sera l'année, effectivement, qu'on va récompenser une femme à ce poste. Alors, moi aussi, j'y vais avec Elvis. Bon. Fait qu'à date, on a juste une différence, là. Oui, on a juste une pour Production Design. Okay. Fait que ça va jouer là, peut-être. Allons-y avec le montage, qui, généralement, c'était vrai il y a peut-être... jusqu'il y a 5 ans, je pense, si je me fie au gagnant. Souvent, le meilleur film remportait... Lui qui remportait le meilleur montage remportait souvent le meilleur film aussi. Mais là, dans les dernières années, ça a tendance... cette statistique-là a eu tendance à changer un peu. Alors, allons voir ceux qui sont en nomination. Il y a Les Banshees d'Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, Tar et Top Gun Maverick.
Écoute, ben, ça serait niaiseux de dire que c'est tous des films qui ont une chance de l'avoir, là. J'ai hésité avec Top Gun parce qu'au même principe que le montage son et tout, je trouve que c'est une des forces de ce film-là. C'est un film d'action. C'est le plus action, peut-être, du lot, tu sais. Fait que c'est primordial, le montage visuel. Mais je vais y aller pour Everything Everywhere, c'est le film qui a le plus de nominations. Et je pense aussi que c'est un film qui a beaucoup de location, de lieux de tournage, de green screen au travers. Puis c'est comme un drame d'action un peu, hein, comique un peu, mais c'est vraiment le montage, je pense, qui vient créer cette réussite-là, je pense. Et cette folie aussi dans le film. Il y a beaucoup de coupes très rapides. On sait que ça se déroule dans un multivers, donc on change d'un endroit à l'autre. Et d'en faire un film totalement cohérent pour le spectateur. Vraiment, l'éditeur Paul Rogers vraiment réussi à faire quelque chose d'incroyable. Il a gagné le Ace Award en fin de semaine pour justement le montage. Et comme je vous le disais, statistiquement, c'est souvent le cas quand on remporte meilleur montage, meilleur film. Alors moi aussi, je vais avec Everything, Everywhere, All at Once. Tu sais, j'avoue que les monteurs, monteuses, moi, je les connais pas vraiment. Là. Je connais pas tant leur nom et autres, mais non, c'est ça, je me demandais si... Les deux que je connais vraiment, il y a Michael Kahn qui a monté tous les films de Steven Spielberg. Okay. Et puis Paul Hirsch qui était dans les années 80, vraiment un des grands monteurs, mais autre que ces deux-là, je pense. Alors, il y a Thelma Schumacher, qui est une des rares femmes qui a travaillé beaucoup pour Scorsese et Tarantino aussi. Puis c'est pas en lien avec les frères Schumacher non plus? Ça s'écrit même pas de la même façon. OK. C'est pas elle qui a fait les Batman. Allons-y avec... Tu allais dans les musiques? Ben oui, allons-y avec chanson originale, tiens. Ouais, Applause du film Tell It Like a Woman, que je sais même pas c'est quoi. Non plus. Hold My Hand du film Top Gun de Lady Gaga et plein d'autres mondes. Souvent, c'est écrit à plusieurs. Lift Me Up de Rihanna du film Black Panther, Wakanda Forever. Natu Natu de RRR, le super film indien qui a buzzé sur Netflix, entre autres. Et This Is a Life qui vient de Everything Everywhere All at Once. Je pense qu'il y a quand même un buzz. Ça bourdonne autour de Natu Natu de RRR. Mais... c'est pas lui qui a choisi. C'est plus la façon de dire si jamais c'est ça, je le savais un peu que ça se pouvait. Là. Mais j'ai l'impression que je l'ai réécouté. Là. C'est vraiment capoté comme film, super bon. Mais je sais pas à quel point c'est un verre d'oreille. T'sais. C'est comme un extrait de comédie musicale qu'il chante en indien, puis il y a le dialogue au travers. Puis c'est beaucoup la chorégraphie qui vient avec. Fait que eux, j'ai aucune idée comment ils votent sur le original song, genre j'écoute ça dans l'autobus puis ça me booste pour aller travailler, ou comment elle apparaît dans le film, chanson, parce que la plupart des autres chansons originales, c'est des tunes qui apparaissent dans le générique à la fin. Là, moi, j'irais pour Hold My Hand. Je trouve qu'elle a beaucoup joué, elle fait partie du phénomène Top Gun, puis je trouve que c'était le retour des grandes chansons de film. Fait qu'elle a une petite twist plus contemporaine quand même, là, mais ça me fait penser à du... James Cameron en a fait, mais pas le dernier Avatar. Il est retourné avec il est allé avec The Weeknd, puis il est comme un petit peu plus électro, puis planant, puis on dirait que ça lève jamais tant que ça. Là. C'est des chansons, à cette heure, je trouve, qui ont juste une énergie, comme c'est tout le long. Là. Mais Cameron, puis Michael Bay aussi, ce genre de grande tune-là. Fait que je trouve que Hold My Hand a ça, là, un gros refrain qui donne envie de te dépasser et tout. Un vidéoclip full intense. Là. Bon, je pense pas que les juges le vidéoclip rendu là, mais je trouve que dans la mise en marché, c'est une toune de film américain, genre. Pour ça, très bien dit. Ouais, écoute, j'avoue que cette catégorie nous m'embêtait également un peu. J'hésite entre les deux que tu as mentionnés, Hold My Hand et Natu Natu. Moi, je vais aller avec l'audace. Ouais, je vais aller avec... vu qu'il a gagné le Globe, je pense qu'il a gagné le BAFTA aussi, si ma mémoire est bonne. Ah ouais, OK. Donc, je me dis qu'il y a un momentum là, mais... Des fois, on aime ça, le côté classique aussi. Donc, je ne serais pas étonné si Lady Gaga l'emporte, mais je vais y aller avec l'audace. Je vais tenter ma chance. Je comprends pas que RRR ait pas plus de nominations, considérant qu'Avatar a autant de nominations. Avatar est dans le meilleur film, là, on y viendra plus tard, mais tu sais, c'est un divertissement, là, c'est le fun, mais c'est pas
pas un film grandiose, surtout que c'est le 2. Là. Le 1, il y avait tellement à m'amener, mais là, apporté que je comprenais. Mais là, le 2, le scénario est assez débile. Là. Les critiques, c'est tout. Allez-y pour les effets, allez-y, vous avez aimé le premier, mais on y repassera. Puis je juge pas personne d'aimer aucun film, là, mais ça n'a pas rapport d'être là. Et RRR, cette folie un peu à la Everything Everywhere, un peu plus débile, mais quand même on joue à faire du cinéma. Là. C'est ça qu'il y a dans le film. Là. C'est comme... C'est un long film de genre 3 heures, une espèce d'histoire d'amitié, mais qui vont devenir ennemis. Mais est-ce que l'amitié va être plus fort? Un qui travaille pour le gouvernement, l'autre non. Mais c'est quoi leur motivation? Puis là, ils se retrouvent en confrontation et tout. Mais tu sais, c'est tellement épique, comme, puis le fun à regarder, là. Puis peut-être s'il y avait eu, comme on dit, une nomination de cascade et d'affaires comme ça, les deux gars, ils l'auraient peut-être eu. Ils sont costauds. Ça fait penser à Creed, là. Mais tu sais, Creed, ils sont super gros, mais c'est des boxeurs, là, dans le dernier Creed. Là, ici, ils sont comme full costaud, mais c'est comme, je suis un paysan, là. Mais j'ai les bras gros comme ma face, là. C'est très bizarre. Allons-y donc pour composition originale. Ouais, donc toute la musique qui n'a pas de parole, le score en anglais, All Quiet on the Western Front, Babylon de Justin Hurwitz, The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once et The Fableman de John Williams. Ici, ça va être jeunesse contre la vieillesse, je pense. Oui, j'ai de la misère à placer All Quiet au travers de tout ça. Banshees, je l'ai trouvé très bonne, cette musique-là. Je trouve qu'elle est à point pour le film de 1800 et tout. Mais je pense pas que c'est lui qui bourdonne le plus. Même chose Everything, je pense qu'on en parle beaucoup. On y reviendra, les comédiens, les comédiennes, ben les choses. Fait que je crois que ça joue entre Fableman et Babylon. Parce que c'est John Williams, c'est iconique, mais je crois que c'est vraiment pas sa musique la plus iconique. C'est pas dégueulasse, là. C'est juste que... Je pourrais même pas t'en refredonner un extrait alors qu'il en a fait des tellement iconiques. Ouais. Et Justin Hurwitz l'a gagné à chaque fois, je pense, avec... où il était à tout moins nommé, mais je pense qu'il a gagné... il gagnait avec La La Land. La La Land, je pense qu'il a gagné avec Whiplash, là, mais... Je me rappelle plus. Fait que c'est fou parce qu'il est comme super bon pour faire ça, mais il est fait juste pour... Chazelle. Ouais, Damien Chazelle. C'est les seules fois qu'il fait de la musique. Sinon, genre, j'en ai parlé quand on parlait de Babylon. Je pense qu'il est writer pour de la comédie à la télé, puis des choses comme ça. Les deux sont connus en musique puis en cinéma à l'université. C'était des colocs. Fait que c'est comme, je fais de la grosse musique jazz pour tes prods de films, j'orchestre tout ça, on enregistre, il n'y a pas de problème, mais je le fais juste pour toi puis tes films aux 4 ans. Puis... Bref, fait que moi, je vais avec Justin Hurwitz et Babylon. Ben, moi aussi, j'avoue que encore même là, j'ai le cœur veut l'emporter avec Williams, mais je suis d'accord que quand on pense à Fableman, même si la musique elle-même, elle est présente un peu au cœur du film, à l'égard de la mère du personnage, musicalement, on n'en sort pas avec un verre d'oreille, on ne veut pas, comme tu l'as dit... murmurer ou en tout cas... C'est ça. Elle remplit bien le film, mais c'est pas de musique que je veux réécouter. Là. Il y en a que ça fait ça. Et c'est un peu le cas avec Babylon aussi, mais le film, lui, la musique est vraiment au cœur du film avec un personnage. Oui, je pense que... aussi, Justin Hurwitz va le remporter avec il y a un peu le côté, comme tu disais, si Babylon est ton favori aussi pour les décors puis ces choses-là, parce qu'on recrée le vieux, on recrée l'espèce de jazz swing de ces années-là. Années 20, on y fait aussi plusieurs textures quand même tout au long du film. Là. C'est pas juste tout le temps à broil la coke dans le nez. Là. Oui, puis il y a quand même toute la scène d'ouverture où on est à un 15 minutes où... l'orchestre joue, la musique joue tout le long, elle est très centrale au montage aussi. Donc, je pense que pour ça, Babylon va se distinguer un petit peu plus. Allons-y pour documentaire. Tiens, documentaire long métrage. Oui, là, malheureusement, je pense que j'en ai vu aucun. J'aurais eu accès à un ou peut-être deux. Je pense qu'il y en a un qui est sorti en salle ici au Québec. En tout cas, All That Breeds... je sais pas, All the Beauty and the Bloodshed, on entend beaucoup parler. Je sais qu'il est sorti à Montréal, mais pas sûr pour le Québec. C'était plus limité, puis aussi, je crois qu'il est sorti comme juste avant les fêtes, fait qu'il y avait probablement
beaucoup de conjonctions, là, beaucoup trop de films, fait que c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été capable d'ouvrir super large. Fire of Love, lui, avait sorti l'été dernier, qui est produit par une Montréalaise, entre autres, si je me souviens bien. A House Made of Splinters et Navalny. Fait que je te mentirais pas que j'ai eu besoin de faire des recherches un peu pour savoir qui étaient les favoris et tout. Et effectivement, The Beauty and the Bloodshed gagnait pas mal toutes à gauche et à droite. Fire of Love a remporté, je pense, en direction photo. Ça se peut-tu? Ou réalisation? Quelque chose comme ça du côté documentaire dans une des guildes. Je pense que c'était pour la réalisatrice Sarah Doza. Mais je vais y aller pour Navalny, qui... Je serais même très intéressé de voir ce film-là, mais c'est parce qu'il parle de Alexei Navalny, qui est comme l'opposant à Poutine Russie, qui voit la vision, qui a une vision complètement différente. Il est en prison, sans procès depuis quelques années déjà. C'est ça. Fait que le contexte sociopolitique actuel, avec la guerre en Ukraine puis tout, de montrer que non, il y a des Russes qui veulent des choses différentes, mais que c'est pas facile d'accéder au pouvoir. Je pense que c'est ça qui aurait tendance à gagner, ce qui serait une forme de soutien des États-Unis, des artistes des Oscars, de faire gagner ce film-là. Je suis amplement d'accord, d'autant plus qu'il a remporté la Guilde des producteurs comme meilleur documentaire. Alors encore là, ça fait gonfler les statistiques en sa faveur. Donc moi aussi, je vais avec Navalny. Un film étranger? Étranger, d'accord. All Quiet on the Western Front, lui qui s'est glissé dans toutes les catégories. Ouais. Argentina, 1985. Close, E.O., le film d'Anne. Et The Quiet Girl. The Quiet Girl qui vient de prendre l'affiche à Montréal, je pense. J'en ai vu pas mal, en fait, là-dedans. J'en ai vu 3 sur 5 quand même. C'est une bonne récolte. Mais j'ai adoré Close. Je pense que c'est un film qu'en bien d'autres années aurait pu remporter. Mais c'est parce que All Quiet est dans genre 8 catégories. C'est le seul qui a réussi à sortir de cette catégorie-là. Et beaucoup. Fait que je peux pas croire qu'il remporterait pas le meilleur film international à ce moment-là. Si en plus il juge qu'il y a le meilleur, il y a peut-être le meilleur son, peut-être le meilleur montage, peut-être le meilleur et dans DOP. le meilleur film aussi. Oui, donc, c'est ça. Fait que ça serait un peu étrange. C'est complètement illogique. I.O. Il comme le surprendre. Non, tout à fait d'accord, moi aussi. Bref, je pense que c'est consensus. Comme ils disent des fois, c'est lui qui a tout à perdre, là, plutôt que qui va gagner, c'est juste si c'est pas lui, c'est le perdant. C'est tout. En film d'animation, long métrage, le Pinocchio de Guillermo del Toro, Marcel the Shell with Shoes On, Puss in Boots The Last Wish, The Sea Beast et Turning Red. Ça, je pense que c'est la catégorie la plus certaine au monde. Je pense que vous pouvez miser tout, mais la cote ne doit pas être élevée. Ouais, c'est ça. Je pense que partout, ça a été ça. C'est Pinocchio de Guillermo del Toro. Tu as déjà tourné ta page. Tu veux même plus en parler. Il a tout raflé, tous les prix. Écoute, j'ai toujours pas vu le Puss in Boots, puis je m'en veux parce que quand on avait fait notre épisode juste avant les fêtes, il y avait tellement de films qui sortaient, parce qu'il y en a qui sortent le vendredi, mais il y en a qui sortent le mercredi, puis on était affairés dans nos autres tâches aussi et tout. Fait qu'en fait, regarde, c'est un film d'animation, on va être capable d'en parler sans l'avoir vu. Puis là, finalement, des critiques super bonnes. Hey, c'est une très bonne suite à Shrek. Puis surtout, le premier était moyen, lui est vraiment mieux. Puis là, il se retrouve là. Je l'ai toujours pas vu. Là. J'essaie de trouver un moment. C'est que j'aimerais ça aller le voir en anglais. Fait que là, ça donne pas toujours dans l'horaire. C'est ça. Mais Marcel the Shell, c'est super sympathique, mais... Trop obscur, oui, trop niché. Peut-être. Puis je l'ai pas vu encore, le Pinocchio de Guillermo. Là. J'avoue personnellement que les films Netflix ont toujours cet effet-là sur moi, c'est-à-dire, ben là, je peux l'écouter n'importe quand, fait que je l'écouterai un autre m'amener, puis finalement, je l'écoute jamais. C'est ça. Il reste dans ta liste de choses à voir. C'est ça. Moi non plus, j'ai pas eu la chance de le voir. Parmi les choix, Turning Red, je pense... Une autre année l'aurait probablement remporté, que j'ai trouvé très sympathique. Il aurait peut-être fallu qu'il sorte au cinéma aussi pour peut-être les plus, aider. Mais remarque, le film de Netflix non plus n'est pas sorti au cinéma. Ah ouais, c'est sûr. Mais écoute, je pense que la notoriété de Del Toro est là. C'est un projet de rêve depuis longtemps qu'il voulait faire. Et visiblement, tant les critiques que les différents festivals et remises de prix ont salué cette tendance-là en lui donnant tout. Donc, allez-y avec Pinocchio sans aucune hésitation. Alors, on va se lancer maintenant du côté des scénarios. Allons-y avec adaptation scénario. All Quiet on the Western Front, qui vient d'un roman des débuts
Je sais même pas de quelle année à peu près, je me souviens plus. Écoute, je pense qu'il y a un film des années 40, 50. Ça doit être pas longtemps après la guerre, j'ai l'impression, moi. Glass Onion 2, Knives Out, Glass Onion A Knives Out Mystery, donc Knives Out 2. C'est très bizarre là, adapté parce que vu que c'est une suite, ça donc provient du premier. Oui. Living de Kazuo Ishiguro, qui était sur le film de Ikiru. Top Gun Maverick, qui est aussi comme la suite qui était basée sur un fun fact dans un journal, une affaire de même. Et finalement, Woman Talking de Sarah Polley, qui vient du roman de Miriam Toews. Écoute, moi j'y vais sur Sarah Polley. Là, on s'entend que dans ces Top Gun puis Glass Onion, ça a comme pas rapport là-dedans. Effectivement. Là. Je pense que ça a été les deux choix les plus étonnants dans toutes ces sélections-là. Lorsque les animations sont sorties, qui ont fait sourciller un peu du monde. Ouais, puis Living, je sais qu'en nomination pour meilleur acteur, il y a Bill Nighy, qui est une des forces du film, mais en général, film très sympathique, mais on dit qu'il n'est pas à la hauteur de l'original, parce que tu as un Kurosawa, on reprend pas ça aisément. Fait que je sais pas, peut-être Carl Quiet pourrait aller le chercher, mais j'entends plus parler de Woman Talking et Sarah Polley qui est canadienne. Ça serait la première fois, je pense, qu'une Canadienne, ou même qu'une... J'ai vu qu'une Canadienne, mais c'est peut-être même qu'une personne canadienne gagnerait scénario adapté. Ça se peut bien, de mémoire, j'ai pas de scénariste femme en tête là, qui ont gagné ce prix. Donc, ça pourrait être effectivement une première. C'est fou, là, c'est les 95e Oscars, puis on peut encore dire, si une femme gagne, d'après moi, ça va être la première de l'histoire. C'est incroyable. Hein? C'est fou, là. Ou des personnes d'autres cultures là, que des Américains blancs. Là, Michelle Yeoh, pour sa première asiatique. On y reviendra. Donc, là, voilà. Donc, oui, Sarah Polley, moi aussi, elle a gagné en fin de semaine, donc le prix de la Guilde des scénaristes, ce qui est un bon indicatif. Effectivement, s'il y a un choix un peu champ gauche, j'irais avec All Quiet on the Western Front. C'est peut-être là qu'il pourrait réussir à en gagner un deuxième, mais je pense que on va y aller avec Sarah Polley, qui a quand même fait un excellent travail de prendre un roman très verbeux, en fait, et d'en faire un film là, très accessible, même si on a pratiquement l'impression de voir un peu un huis clos, une pièce de théâtre, mais c'est tellement bien écrit. Mais ça reste excitant à regarder quand même. Il y a de l'avancement et tout. Donc, elle a réussi à créer un peu une tension, un suspense avec juste pratiquement des femmes qui parlent dans une grange. Dans une grange, j'imagine que ceux qui votent pour cette catégorie-là, comme on l'a dit, sont comme un peu tenus de lire les livres ou quelque chose comme ça. Je sais pas à quel point ils peuvent valider que la personne l'a fait. Effectivement. Ou juste écoute le film et dire c'est un bon film, donc ça doit être le meilleur scénario adapté. Je serais curieux de voir le processus derrière tout ça. Mais oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils doivent... et probablement pas pour la longue nomination, mais une fois que la courte est réduite aux 5 finalistes. Là, c'est ça. Oui, j'ose espérer. Allons-y, scénario original. The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh, Everything Everywhere All at Once des Daniels, The Fableman de Steven Spielberg et Tony Kushner, le duo redoutable, Tar de Todd Field et Triangle of Sadness de Ruben Östlund qui avait gagné la Palme d'Or. Je crois que Triangle of Sadness n'est pas dans la compétition pour vrai. Les 4 autres pourraient gagner, puis je serais pas si surpris. Quoique Tar, s'il a gagné un prix, je crois que ça va être plus au niveau de la performance de Cate Blanchett. Même chose pour Fableman, parce que c'est Steven Spielberg, tu peux jamais l'écarter, sauf quelques fois qu'il a fait vraiment des films qui se sont pété la gueule, là, mais très peu. Cela dit, j'ai pas l'impression que c'est son film qui a le plus touché les gens, même si c'est son plus personnel, c'est sur lui-même. C'est un film qui a été salué par la critique, mais pas par le public tant que ça, je pense. Quoiqu'ici, c'est pas le public qui vote non plus, là. Tout ça pour dire que j'irais avec les Banshees of Inisherin de Martin McDonagh. Je crois que c'est pas mal le seul prix peut-être qu'il va être capable d'aller chercher. Lui qui a plusieurs nominations et qui est un petit peu moins... il est moins weirdo que Everything Everywhere. Mais je pense que c'est un peu ça. Comme quand tu réponds trop A, puis comme je disais, puis amener, tu veux répondre B, là, fait que c'est un peu tu sais, Banshees aussi, il faudrait qu'il en ait un, fait qu'on va lui donner lui, mais Everything, il va en avoir toutes les autres. Puis, c'est vrai que c'est souvent, ça se retrouve comme être un prix de consolation.
On voit ça souvent. Là, c'est pas la meilleure réalisation, c'est pas les meilleurs comédiens, c'est pas le meilleur film, mais c'est le meilleur scénario. Ouais. C'est juste comme si tu l'avais pas rendu aussi bien que les autres, mais... Fait que c'est ce genre de truc que Tarantino a remporté. Il n'a jamais eu de réalisateur, mais il a eu scénariste. Il y en a quelques-uns comme ça, des cinéastes de même. Moi, j'avoue qu'encore là, j'étais un peu partagé. Si je me fie en fin de semaine, donc pour le prix des guildes des scénaristes, c'était Everything Everywhere All at Once qui l'a remporté dans cette catégorie-là. Mm-hmm. Mais The Banshees of Inisherin avait remporté, je pense, le BAFTA et le Golden Globe. Golden Globe qui sont plus représentatifs de grand-chose, par exemple. Non, effectivement. Mais ils existent pareil. Ouais. Et là, de mémoire, Banshees n'avait pas été en nomination. Puis je pense qu'il y avait une technicalité qui ne lui permettait pas d'être en nomination pour ce prix. Donc, l'aurait-il remporté. Okay. Donc, puis Martin McDonagh l'avait gagné pour... Il l'a gagné 2 fois, je pense. Je pense que c'était Three Billboards. C'était ça... Meilleure actrice, puis meilleur acteur de soutien. Je pense qu'elle avait gagné pour In Bruges à l'époque aussi, de mémoire. Là. Donc, il est apprécié, visiblement, par les gens de l'Académie. Donc, moi, je pense que je vais pour le prix de consolation. Je pense qu'il va le remporter. Pour juste saluer quand même l'ensemble du film qui a été... très bien critiqué, a été reçu de manière dithyrambique par les critiques. Donc, je vais avec Banshees, mais everything pourrait se glisser. Mais comme on dit, je pense que dans une autre année, mais c'est plus, si on enlevait Everything Everywhere, Banshees aurait... son hype montrait, tu sais, sur... parce que dans une autre année, on sait pas qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans l'autre année, puis, etc. Là, mais si Everything était une autre année, Banshees aurait plus de force dans les comédiens, dans les comédiennes aussi, dans toutes ces choses-là. Mais là, Everything a juste un degré de folie de plus, un petit peu, là, un petit tour d'écrou de plus. Oui, puis une originalité, quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Voilà, là, et peut-être même finalement un succès aussi. Je me souviens plus, Banshees, ça a remporté comment, je pense qu'il était à 15 millions, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. L'autre qui était à 75 aux États-Unis. Il y a eu plus de misère à trouver son public, comme tu disais, avec Fabelmans aussi, fait partie de ces films-là tellement bien reçus, mais qu'au bout du compte, a peut-être moins intéressé les gens, malheureusement. On va-tu dans un soutien, acteurs principaux, réal, puis on finit avec meilleur film? Bien sûr. D'accord. Fait que, tiens, meilleur acteur de soutien, Brendan Gleeson pour les Banshees of Inisherin, Brian Tyree Henry pour Causeway, qui est un film sur Apple TV, je pense, donc ça se peut que vous sachiez justement pas c'est quoi. Jude Hirsch pour The Fabelman, c'est lui qui faisait le vieil oncle qu'on voit genre 4 minutes dans un film de 2 heures et quelques. Barry Keoghan aussi pour les Banshees of Inisherin et Ke Huy Quan, que je sais jamais si c'est exactement comme ça. Ke Huy Quan pour Everything Everywhere. Je crois que c'est ce dernier qui a la sympathie du public. Je vais pour lui. Cette année, il y a beaucoup de... Peut-être que je n'avais pas remarqué les années dernières, là, mais cette année, il y a vraiment 2 ou 3 rôles de sa vie, comme on dit. Là. Fait que je pense que c'est eux qui vont aller le chercher avec ce côté émotif-là. Ouais. Mais s'il est pour se faire dépasser au détour, je pense que ce serait Brendan Gleeson. Mais je vais aller sur Ke Huy Quan. Ben moi aussi, avec Pinocchio, je pense que c'est la deuxième catégorie la plus certaine. Ke Huy Quan a tout remporté de tous les galas. Les gens aiment le comeback story, une belle histoire. On sait qu'il avait arrêté d'être comédien il y a une vingtaine d'années. Il y avait plus de rôle, effectivement. Donc, il faut rappeler que Ke Huy Quan, pour les plus vieux comme moi, avait incarné Short Round dans Indiana Jones 2001 et Data dans The Goonies. Et puis, écoute, ça va être juste un autre moment très émotionnel lorsqu'on va le remporter. Tous ces discours sont si touchants et si humains. Là, effectivement. Et d'avoir Spielberg dans la même salle en nomination aussi. Donc, c'est comme un retour aux sources d'avoir celui qui a donné sa première chance à être là pour voir tout ça. Alors, oui, je pense que Ke Huy Quan va l'avoir haut la main. Meilleure actrice de soutien, Angela Bassett dans Black Panther 2, Hong Cho dans The Whale, Kerry Condon pour The Banshees of Inisherin, Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere et Stephanie Hsu pour Everything Everywhere également. J'ai ici l'impression que le buzz est autour de Jamie Lee Curtis, qui l'a gagné à quelques places, quelques cérémonies.
Mais je pense que ça va être Kerry Condon. Ah ouais, OK. Ouais, parce que je crois que c'est le côté de... Banshees va peut-être gagner quelque chose, je sais pas. Faisons une autre différence. Je suis sûr que toi, tu restes sur Jamie Lee Curtis. Là. Oui, ben, en fait, j'étais un peu partagé parce qu'Angela Bassett a remporté le Golden Globe. J'ai lu que tu t'en vas là, que c'est la catégorie la moins sûre, je pense. Oui. Puis elle a gagné le BAFTA, mais là, en fin de semaine, Curtis a remporté le Screen Actors Guild. Non, je pense que c'est Kerry Condon qui a gagné le BAFTA. Le BAFTA, ça se peut C'est ça. Désolé. Fait que sur les trois grosses cérémonies, c'est 3 gagnantes différentes. Okay. Sauf qu'au BAFTA, c'est britannique, donc on aura tendance à récompenser les acteurs britanniques. Donc, Bassett, elle était très bonne, mais je peux pas concevoir qu'elle remporterait un Oscar pour ce type de rôle-là. De film de super-héros. Oui, c'est ça. Puis il n'y a rien de flamboyant, d'extraordinaire. Là. Alors, un bon monologue, là, mais... Oui. Donc, est-ce qu'on voudrait aller pour récompenser cette tendance de vouloir souligner, récompenser la diversité? Ce n'est pas impossible. Je pense qu'on va quand même peut-être crier au racisme, malheureusement, mais je vais avec Jamie Lee Curtis. C'est sûr qu'il y en a qui vont s'offusquer. C'est-à-dire encore une blanche va gagner, mais écoute, ouais, mais je pense pas qu'elle n'est pas détestée. Là. Je crois qu'elle a vraiment la sympathie aussi. C'est une fille d'Hollywood. Elle a grandi à Hollywood. Ses parents étaient des acteurs, donc je pense qu'un capital de sympathie, c'est un contre-emploi pour elle, carrément, où en plus, elle assume complètement son âge dans ce rôle-là aussi. Là. Donc, c'est tout à son honneur. Donc, moi, je vais avec la folie de Jamie Lee Curtis. C'est juste, on va arriver d'acteur-actrice. Ça m'en mettait beaucoup sur Everything. Puis j'étais comme, est-ce qu'à ce point-là, le film va gagner 3... tu sais, dans le fond, il n'y a pas de meilleur acteur dedans. Il y a juste acteur de soutien, actrice de soutien, 2 actrices de soutien et une actrice. J'étais comme, est-ce que le même film gagnerait les 3? C'est pour ça que j'ai juste fait je vais y aller sur le B parce que si tout le monde pense comme moi. Alors, on verra qui aura raison. Mais moi, coup de cœur pour Stephanie Hsu. Je pense que c'est elle que j'avais même trouvé encore supérieure à Jamie Lee Curtis dans le rôle de Joy Wang et surtout son Jobu Tupaki qui était complètement fly. C'est comme quel personnage c'est la fille de oui, Michel. Mais genre le Jobu. Jobu, c'est sa version méchante. Avec le bagel. Avec le bagel je me souvenais pas qu'elle changeait de nom. J'avais oublié ça. Meilleur acteur, tu sais. Austin Butler pour Elvis, Colin Farrell pour les Banshees, Brendan Fraser The Whale, Paul Mescal pour Aftersun et Bill Nighy pour Living. Je pense que pour Paul Mescal et Bill Nighy, c'est super sympathique et c'est un grand honneur, mais je crois pas que ça se joue entre eux. Il y a pas si longtemps, Colin Farrell était je pense le favori, mais là quand The Whale a pris l'affiche en décembre et quand Austin Butler s'est mis à il a gagné au Golden Globe, mais je sais pas pour les autres BAFTA et ces affaires-là, peut-être que c'est Colin Farrell aussi. Je me rappelle, je pense qu'il a gagné un autre prestigieux, mais je me rappelle plus c'est le BAFTA. Brendan Fraser ne l'a pas gagné à certains endroits, ça a surpris, mais là il l'a gagné plus récemment. Au final, je pense que pour le rôle de sa vie, le côté émotionnel et tout, je pense à être Brendan Fraser que l'Académie va choisir. Mais sinon, je pense que ça serait Austin Butler. Je pense aussi que c'est entre les deux. J'avoue que les victoires de Butler en début de saison de remise de prix m'ont un peu ébranlé. J'ai été un peu surpris, bien qu'il ait fait un excellent travail, mais on pensait peut-être pas à lui d'emblée. Mais je pense qu'on pensait même plus à ce film-là. Effectivement. En fait, mais Brendan Fraser qui vient de le remporter pour la Guilde des acteurs, et encore là, 9 fois sur 10, c'est souvent ces récompensés-là qui vont avoir l'Oscar. C'est un film, comme tu l'as dit, un rôle d'une vie, un comeback aussi, un comédien qui ne tournait pratiquement plus. Victime de harcèlement, de dépression, de plein de choses comme ça. Donc, oui, effectivement. Alors, il ne faut pas oublier cet aspect émotionnel de son histoire qui vont toucher, je pense, beaucoup de comédiens. Un gros capital de sympathie. Alors, je vais avec Brendan Fraser, moi aussi. Et meilleure actrice, il y a Cate Blanchett pour Tar, Ana de Armas pour Blonde, Andrea Riseborough qui s'est immiscée dans une campagne de popularité juste à la fin pour To Leslie. Et qui a soulevé une certaine controverse d'ailleurs. Oui, absolument. Michelle Williams pour The Fableman et Michelle Yeoh pour Everything Everywhere. Si on parle un peu, Cate Blanchett,
on peut jamais la compter pour morte. Hein. Elle peut toujours gagner. C'est une actrice incroyable. Et c'est un grand rôle, il faut le souligner. Ben, c'est ça, un peu comme Brendan Fraser pour The Whale. Je pense que la grosse force de Tar, c'est la performance de Cate Blanchett dans une espèce de... Ben, pas anti-héros, c'est pas un héros, mais tu vas suivre cette personne-là qui finalement est un peu toxique. C'est ça. Fait que très humain, mais... pas la meilleure personne, justement. Son personnage, évidemment. Ana de Armas, j'ai pas vu Blonde. J'imagine que c'est une des forces du film. Bonne, oui, effectivement, mais vu que c'est un film très controversé, malheureusement, je pense que ça l'exclut un peu. Andrea Riseborough, je pense que c'est une bonne performance dans To Leslie, mais c'est un film qui sort de nulle part. Il y a eu une espèce de campagne sur médias sociaux de plein d'autres acteurs, actrices qui ont comme fait « Hey, il faut qu'elle soit là, votez pour elle, elle est tellement smart. » Je sais pas comment ça s'est orchestré tout ça, mais au final, c'est plutôt bizarre de pas avoir Viola Davis pour Woman King, ou j'oublie le nom de la comédienne qui était dans Till, là, qui jouait la mère, justement, oui. comme... Ça, c'était des grandes performances. Ouais. Mais j'ai pas vu To Leslie encore. J'ai entendu parler en bien, mais je pense que c'est pas mémorable à ce point-là. Là. L'ensemble du film et tout, là, c'est toutes des bonnes comédiennes. Michelle Williams de Fableman, je trouve ça un peu surprenant que ce soit meilleure actrice, parce que c'est quand même plus le gamin qu'on suit. On dû, en calculant le temps d'écran, j'imagine qu'il arrivait égal pour elle, puis l'acteur qui joue le jeune Steven Spielberg, là, qui a pas le même nom, là, mais ça. Mais j'y vais pour Michelle Yeoh. Je pense que c'est l'histoire, c'est la façon aussi de... Tu sais, ce film-là, Everything Everywhere, a 10 ou 11 nominations, et partout. Puis la grosse force, ben, c'est que ce soit elle. Elle est tellement attachante, et l'humain et le personnage. Elle a comme 60 ans. On dirait que ça vient couvrir aussi toute la reconnaissance de son passage de la Chine, peut-être aux États-Unis dans le cinéma, son importance pour le cinéma international, pour le cinéma asiatique. On se souvient de Tigre et Dragon, entre autres, qui est revenu, qui l'avait fait beaucoup connaître au grand public. Fait que, toi, est-ce que tu y vas sur Cate Blanchett? Ou, Non, j'y vais avec Michelle Yeoh. Écoute, puis... bon, ça me réconforte qu'elle a gagné en fin de semaine à la guilde des acteurs-actrices. Mais non, écoute, rien n'aurait pu empêcher ce choix, même si Blanchett aurait tout remporté. Je pense que je serais quand même demeuré avec Michelle Yeoh, que j'ai juste trouvé formidable dans ce film-là, et elle le mérite pleinement. Et elle va faire l'histoire en étant la première comédienne asiatique à remporter un Oscar. Alors, bravo. Mais... ouais, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a déjà un comédien asiatique qui a gagné un Oscar? Je ne crois pas. Je pense que c'est dans les deux catégories. Aussi, c'est ça, les deux vont... imagine si en plus c'est Stephanie Hsu qui remporte finalement le supporting. Il y aurait des néo-nazis fâchés lundi matin. Et dans les meilleurs réalisateurs, ça recoupe des films qu'on a parlé tout l'épisode. Martin McDonagh pour les Banshees of Inisherin, Daniel Kwan et Daniel Shaner, communément appelés The Daniels pour Everything Everywhere, Steven Spielberg de Fableman, Todd Field pour Tar et Ruben Östlund pour Triangle of Sadness. Je crois que ça se joue entre les Daniels et Spielberg, qui est, c'est ça, le film très bien réalisé. Mais pour tout le buzz, là, on commence à se répéter. Je vais aller pour les Daniels. Et pas juste pour le buzz, mais dans le sens que c'est mérité aussi. Là, si vous avez vu des making-of du film et tout, c'est tellement sont super bons, mais ça montre aussi une espèce de créativité un peu gonzo, là, on fonce, on le filme de même, on va s'arranger, on va placer ça. C'est moins... C'est sûr que peut-être qu'il n'aimerait pas ça que je dise ça, là, mais tu sais, on dirait que Spielberg, c'est des grands moyens, une grosse caméra, on place ça, on fait la dire. Eux, ça avait l'air d'être plus... ça va marcher. C'est le classicisme versus l'audacité. Deux générations complètement... L'audacité. L'audace. Oui, audacity. L'audace. Et puis, écoute... il y a toujours une petite surprise. Peut-être qu'il y aurait une décision partagée et que Spielberg remporterait meilleur réalisateur. En même temps, ce serait le seul prix pour Fabelmans, qui s'annonce un des gros perdants, malheureusement, pour lui. Mais le momentum est avec les Daniels qui ont remporté le prix de la Guilde des réalisateurs. Encore là, statistiquement, ça les propulse en avant, même si Spielberg avait remporté le Golden Globe. Mais je pense qu'on y va avec la jeunesse et l'inventivité cette année.
Et finalement, meilleur film, là, attention, il y a 10 nominations maintenant depuis quelques années. All Quiet on the Western Front, Avatar The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tar, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness et Woman Talking. Faut savoir que pour le meilleur film, la manière que... Je pense que les autres catégories, c'est juste celui qui a le plus de votes gagne. Ici, c'est comme un pool qui t'as des points selon si t'es premier, deuxième, troisième, quatrième. Fait que tout le monde vote pour son ordre. Fait que tu dis pas juste, moi, en tant que membre de l'Académie, je vote pour Tar, puis ça finit là. Tu dirais juste, je mets Tar premier, Quiet deuxième, blablabla. Fait que c'est pour ça que souvent, c'est pas un film qui fait polémique qui va gagner, c'est un film plus consensuel. On en a parlé un peu avant enregistrement. Je vais y aller sur Everything Everywhere. C'est lui que je souhaite de cœur qui gagne. C'était mon film préféré de l'année également. Mais c'est pour ça que si c'est pas lui, je pense qu'un film comme Elvis pourrait aller gagner en étant 2 ou 3e dans la liste de la plupart des gens, puis au final récolte le plus de points comme ça. Moi, je vais avec Everything Everywhere All at Once. Également, tout n'avait pas remporté. Golden Globe, c'était Fabelmans, effectivement, qui avait causé un peu la surprise. Mais il a remporté le Producers Guild Award. Écoute, oui, je pense qu'on va encore là souligner l'originalité d'un projet qui est peut-être un film un peu plus champ gauche qu'habituellement, mais quand même très accessible. Et contrairement, tu l'as souligné, qu'on aime quelque chose de plus consensuel ou peut-être de plus... comment dire ça? Classique? Non. Moins polarisant, là, mais tu cherches une non-négation. Je cherche... Feel good? Pas acceptable, mais accessible. Voilà, le plus accessible. Contrairement à The Power of the Dog l'an dernier, qui était un film quand même assez glacial, assez froid. Et je comprends pourquoi il n'a pas remporté, alors que Coda a comme causé un peu une semi-surprise, mais en même temps, pas tant que ça. Je pense que les gens de l'Académie aiment récompenser un film généralement plus positif. Et Everything Everywhere at Once a tout ça en lui. Alors, même si l'enveloppe peut paraître un peu surprenante pour ceux qui l'ont écouté, reste que l'histoire, c'est des relations mère-fille. Ben oui, c'est ça. C'est la base de la vie. Il y a des moments très touchants, attendrissants. Donc, voilà. Fait que on a trois différences. Actrices de soutien, chanson originale, les décors... c'est ça. Production design, exact. Fait que, ça va jouer là-dessus. Et évidemment, on peut aussi se tromper deux dans quelque chose d'autre. Là. Fait que ça sera peut-être pas un score parfait, mais au moins, on est assuré de pas avoir le même score, la même réponse partout. Fait que j'ai l'impression qu'à chaque année, ça va être ça. C'est toi, je te laisse les pronostics les plus clairs, puis moi, je vais sur des choix du cœur des fois, sur du « Ah, Mané, ils vont peut-être être tannés de voter pour ce film-là. » Moi, je suis comme les Athletics d'Oakland avec la théorie Moneyball. Oui, c'est ça. C'est les stats, c'est ça qui parle. Voilà, fait que les Oscars ont lieu ce dimanche, le 12 mars. Écoute, on fera pas d'épisode spécial post-Oscar, mais dans le vendredi suivant, donc le 17 mars, on fera nos... pouvoir se taquiner un peu. Ouais, c'est ça, là, un petit sommaire. Là, on ne repassera pas toutes les catégories. Je pense que ceux que ça intéresse le plus vont aller consulter ça sur Internet. T'écoutes-tu la cérémonie, toi? Ah, bien sûr. Moi, je suis là, cette année, il y a pas mal toutes... Oui, on a remis les fameuses catégories... hors gala. Hors gala, oui, c'est ça. En fait, qui étaient comme hors d'onde, mais oui, c'est ça. On faisait juste donner le gagnant en onde. C'est ça, fait que pendant les pauses, ou pendant le tapis rouge, on les faisait... Puis là, après ça, on les nommait. Ouais. Fait que finalement, ça avait causé une certaine controverse. Alors, on a tout ramené. Alors, prévoyez-vous un gros plat de popcorn, parce que ça risque d'être un bon 3h30 encore. C'est quoi, tapis rouge à 6h? Là, je pense que c'est 7h30, puis ça commence à 8h. Et là. Bonne. Fait que d'habitude, c'est 8 à minuit, là, ou 11h30, là, assurément. Ouais. Là, ils vont être rodés. Ce qui arrive, c'est que les discours vont durer 41 secondes, puis tu te fais sortir, la musique part. Je sais pas si je vais l'écouter. On dirait que j'écoute pas tant la télé le dimanche soir. Je sais pas trop. Peut-être regarder. Les quelques fois que je l'ai écouté, ça m'emmerdait un peu. Ouais. Je trouve l'ensemble de l'événement comme excitant, puis pour le cinéma américain et tout. Mais
je sais pas. Je pense qu'il faut juste pas... Faut que les Oscars, en général, aient un effet de te donner envie d'aller voir des films que t'as peut-être pensé que c'était pas bon, que ça t'intéressait pas, puis que ça ouvre tes horizons sur des choses. Mais faut pas que ça devienne comme une espèce de ségrégation de « Ah, ben t'as pas gagné, c'est pas bon » ou t'es pas nommé, c'est pas un film qui est notable cette année ou quoi que ce soit. On s'entend que c'est un outil de marketing. Voilà, c'est ça. Utilisé par les studios juste pour faire plus d'argent sur leurs films, on s'entend. Ouais, puis ça donne des ressorties, puis plein d'affaires, etc. Sauf que le bas blesse, c'est que ça fait une espèce de conjoncture que tous les films veulent sortir en novembre tout le temps pour être à la fin. C'est ce que je trouverais intéressant que Everything gagne plein d'affaires. Lui, il est sorti en avril. On fait un bon film, même en mars. On fait un bon film, on le sort, puis il arrivera ce qui arrivera, tu sais. Puis finalement, ça a buzzé à ce point-là. Et là, il me sort de la tête, justement, mais il y a plein de films qui ont été sortis octobre, novembre, décembre. Là, il faut être dans la tête juste à la fin. Puis finalement, ils sont même pas là. Tu sais, The Whale a 2 nominations, puis... Till en a 0, toutes ces affaires-là. Puis on avait un film par semaine comme ça, là, de Oscarisable un peu. Vraiment, oui, tout à fait. Et ça fait penser au phénomène de Silence of the Lambs, justement, en 91, qui était sorti en février. Okay. Et finalement avait raflé... le meilleur film, entre autres. Meilleur film réalisateur. En fait, je pense que c'est le 3e film seulement qui a meilleur film, réalisateur, scénario et 2 comédiens principaux. Donc, c'est quand même assez incroyable. Il a battu toute la compétition. Vraiment, vraiment. Donc, moi, j'écoute des Oscars pour 86 en passant. Donc, c'est vraiment une tradition. Okay. Moi, j'avais 10 ans, je me rappelle. C'était Platoon qui avait gagné cette année-là. Ouais. Et pourquoi j'avais commencé à l'écouter? Je m'intéressais quand même déjà au cinéma beaucoup. Mais je me souviens, on était allé voir le film parce qu'il y avait eu plein de nominations. Donc, on l'avait ressorti, si ma mémoire était bonne, au cinéma. Et je me souviens que ma mère était un peu... s'opposer à ce que mon père m'amène de voir le film à cause de la violence quand même. J'avoue, 10 ans, voir Platoon, c'était quelque chose. Mais fait que ça a comme piqué ma curiosité. Puis là, vu qu'il était en plein de nominations, ça m'a donné le goût d'écouter les Oscars. Puis fait que moi, depuis ce temps-là, j'écoute ça religieusement. Puis tu vois, cette année, on pourrait presque avoir ça. Everything Everywhere est dans... plusieurs catégories. Il n'y a juste pas de meilleur acteur parce qu'il n'y a pas d'acteur principal, mais il pourrait gagner en support, en actrice, en réal, en film. 3 sur 4 dans les comédiens, il faudrait aller fouiller, mais écoute, je pense que ça n'est jamais arrivé. Ça arrive pas souvent. Déjà, meilleur scénario puis meilleur réalisateur, c'est très rarement la même. Fait que juste ça, c'est un exploit. Parce qu'on disait souvent que c'est le prix de consolation. Quand t'as pas le meilleur film, t'as le meilleur réal. Puis tu sais, c'est un peu... on se partage pour que tout le monde soit content, mais là, on est allé beaucoup dans les Banshees pas dans les Banshees, pardon, en Everything en favori, justement. C'est ça pour nous aujourd'hui. Puis on se retrouve vendredi dans un épisode régulier qui va couvrir les sorties de la semaine si je me mets pas, du 10 mars. Voilà. Bonne journée.